Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du coup du retour d'expérience. Je vais faire un retour d'expérience global sur ma grande traversée du Jura. Dans cette vidéo, du coup, on va diviser ça, on va dire en trois gros chapitres. Le premier chapitre, ça va être mon retour d'expérience au niveau de mon matériel, le matériel que j'ai utilisé, que j'ai amené. Vous dire si ça a bien fonctionné ou pas. Voilà. Le deuxième retour d'expérience, je vais parler très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur je conseille la grande traversée du Jura ou je la conseille pas, point négatif, point positif, voilà, mais ça va être très rapide. Et ensuite la petite FAQ, je vous avais demandé de me poser quelques questions concernant la grande traversée du Jura. Voilà, puis je vais répondre un petit peu à toutes ces questions. Il n'y en a pas 50, donc voilà, on fera ça, je vais faire ça en fin de vidéo. Donc vous savez, vous pouvez avancer en chapitre si vous voulez. Là, c'est matériel, avis personnel, est-ce que je la conseille ou pas. Et ensuite, tout simplement, les questions que vous m'avez posées. Ça concerne plein de petits sujets, donc c'est intéressant. Vous avez posé vraiment des questions intéressantes. Comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, petit café. Voilà. Pour les questions, je regarderai mon portable, donc c'est pas que je suis mal poli, c'est juste que elles sont dans mon portable, je regarderai après. Allez, c'est parti. On commence par le matériel. Du coup, pour ma pharmacie, si vous voulez savoir en détail ce que j'ai pris, il y a une guerre list, ça s'appelle guerre list 2022, liste de matériel 2022, donc Grande Traversée du Jura 2022. Où je détaille chaque objet, chaque petit item de mon sac. Donc là, la pharmacie, globalement, j'en suis très satisfait. Tout a bien fonctionné, les petites serviettes, les gants de toilette, tout a très bien fonctionné. Il m'a manqué quelques petits trucs qui m'ont manqué. Donc il m'a manqué une crème hydratante pour les pieds que j'avais pas prise, donc je saurai pour une prochaine randonnée. Et il m'a manqué aussi une petite crème anti-inflammatoire pour les muscles, pas forcément inflammatoire, mais vous voyez, pour les muscles, quand les muscles sont bien tendus, pour détendre un petit peu. C'est les deux seules choses qui m'ont manqué sur ma trousse, enfin ma pharmacie. Et une pince à tic, j'en avais déjà une. Mais il m'aurait fallu une deuxième à peine plus grosse pour pouvoir enlever les tics plus gros. Là, c'était un petit diamètre. Du coup, il suffit que la tique suffit que la tique était trop grosse tout simplement, ou le tic, j'arrive jamais à retenir, je pouvais pas l'enlever. Pharmacie, franchement, globalement, très satisfait. Donc, je repartirai exactement avec ça. Je rajouterai seulement les trucs que je vous ai dit. Ensuite, kit cuisine, je passe très rapide. J'en suis super content. C'était la Tox du coup 750 ml, le réchaud BRS 3000T, il m'a pas porté défaut. J'ai rien à dire sur la popote, elle m'a servi par contre qu'à faire bouillir de l'eau, hein, parce que je mange par exemple la semoule, je fais bouillir l'eau, je mets la semoule, j'attends, puis elle gonfle, voilà. Je cuis rien dedans, donc c'est vraiment que pour faire bouillir de l'eau, voilà. Et sinon, kit cuisine, très satisfait. Là-dedans, je la déballe pas, il y a ma tente. Franchement, elle a été vraiment parfaite cette tente. Donc très satisfait aussi de ma tente. J'ai dormi par -3 degrés. Le matin, elle était gelée. J'ai eu un peu de condensation, c'est normal, c'est une monoparoi. Elle a résisté à des grosses bourrasques de vent que j'ai eues, notamment juste avant les Hauts-de-Seine du Jura, à beaucoup de jours de pluie. J'ai pas été mouillé, j'ai pas eu de sensation en me disant waouh, elle va se déchirer. Très bonne tente. Voilà. Après, on va dire que le défaut qu'elle a, c'est que vu que c'est une place monoparoi, quand il y a beaucoup de vent, il y a les parois qui ont tendance quand même un petit peu à vous toucher. Quand il y a énormément de vent, vous voyez, vous êtes allongé, puis il y a les parois qui viennent toucher, donc c'est impressionnant, mais de toute manière ça pète, mais j'en suis très content. C'est une tente maintenant qui a quand même pas mal de kilomètres, quoi. Et je repars avec sans hésiter. Hop. Ensuite, là, mauvaise expérience, mon Thermarest Neo Air, c'est le X-Lite en regular wide. Un matelas avec une air value de 4,2, 436 grammes, donc vraiment tout pour plaire sur le papier. Mais dans la réalité, il n'y a rien qui a fonctionné. J'ai fait une trentaine de nuits dessus, donc pour le prix, c'est quand même pas beaucoup.
Et puis, ben, en fait, il s'est transformé pendant une nuit sur ma grande traversée du Jura. Euh, je me suis allongé dessus, puis tout d'un coup, les boudins ont explosé. Et puis après, en fait, il est pas vraiment, il est percé un petit peu, mais c'est pas vraiment ça qui pose problème, parce que ça, en soi, on pourrait mettre une rustine et on n'en parle plus. C'est surtout qu'en fait, les boudins se sont décousus de l'intérieur. Et puis, ben, maintenant, quand je le gonfle, ça me fait comme un gros ballon. Vous voyez les ballons de gym, là, ben, c'est pareil, ça me fait un gros ballon. Donc, inutilisable, très très déçu de la marque Thermarest. Je repartirai jamais chez eux, à part s'ils proposent quelque chose de plus solide, plus fiable. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc je partirai chez Nemo, Exped, Site2Summit, voilà. C'est bien de faire ultra léger, hein, mais le problème c'est que ça dure pas longtemps, j'ai l'impression. Ensuite, les chaussures, j'avais hésité pendant un sacré moment avec mes chaussures. J'ai toujours marché avec des mids en Cortex et je me suis dit pour la GTJ, c'est le moment ou jamais de tester des chaussures de trail en mèche. Parce que je suis habitué au terrain du Jura, parce que ben, c'est simplement là où j'habite, donc j'ai l'habitude de marcher sur ces terrains-là. Euh, dès que je pars quelque part, en fait, c'est dans le Jura. Hein, enfin, je ne parle pas du département du Jura, je parle vraiment des montagnes du Jura. Pontarlier, c'est le Doubs, mais c'est les montagnes du Jura. Enfin voilà. Donc j'ai l'habitude de ces terrains. J'ai été très très heureux de marcher avec ces chaussures, elles sont vraiment extraordinaires. Le problème, c'est qu'elles ne durent pas dans le temps, donc c'est des très bonnes chaussures, mais je pourrais les recommander, mais il faut être prêt tous les 600 km ben, à racheter une paire. Voilà. Euh, Globalement, très satisfait de ces chaussures. J'en dis pas plus, je vais juste vous montrer visuellement, vous allez comprendre. Voilà, ici il y a un gros trou, la semelle elle est lisse. Voilà, après elles ont fait l'affaire, hein, clairement. Donc je peux pas dire que ça a pas été, hein. Le grip il est bien, l'accroche elle est bien, respirabilité elle est vraiment très bien. Le fait de ne pas avoir les lacets à faire, c'est vraiment super agréable. Il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs. Malheureusement, le point négatif, c'est la durée de vie, hein. Durée de vie qui est vraiment faible. Après, elles ont eu du poids, hein. Clairement, la semelle, là, c'est pas fait pour avoir autant de poids. Moi, je fais 85 kg, plus mon sac qui était aux alentours de 13, hein. Vous calculez, c'est quand même lourd pour des chaussures de trail, d'ultra trail. Mais sinon, j'en suis content. J'en suis content. Mais maintenant, elles sont foutues, quoi. Elles sont capoutes. Ensuite, mon sac. Mon sac, je sais pas si vous le voyez, je pense que oui. C'est pas grave si vous le voyez pas. Mon sac, comme toujours, un sac de chez Decathlon, un Forclaz. C'est été, c'est parfait. Rien à dire dessus. Il y a une vidéo sur la chaîne, j'en suis extrêmement content. La doudoune de chez Cumulus, extraordinaire. Veste de pluie Montbel, pantalon de pluie Decathlon aussi extraordinaire. C'était vraiment très très bien. La casquette, bon c'est une casquette, mais j'en très très bien aussi. Euh, les gants, je ne les ai pas utilisés, je ne les reprendrai pas. Le tour du cou pour dormir la nuit en mérino, très très bien aussi. Mon sac de couchage de chez Cumulus, magnifiquement, ça a bien marché, c'était top. Cependant, j'ai changé au cours de la GTJ, pas parce que c'est un mauvais sac de couchage, loin de là, c'est un de mes items préférés de mon sac à dos. C'est juste que c'est un 4 degrés confort, et puis comme je vous ai dit, j'ai eu des nuits à -1, -3, et bah, c'était pas jouable, il faisait vraiment froid. Du coup, j'ai pris un 0 degré confort de chez Decathlon, le sac de couchage de mon frère, qui a très très bien fonctionné. Donc, les deux sacs de couchage que j'ai utilisés, ça a été parfait. Cumulus, c'est juste été une erreur en fait de ma part personnelle. Je pensais pas que début avril, dans le Jura, il faisait encore si froid. Et en fait, si, il fait très très froid. J'ai fait le tour globalement, sinon tous les vêtements ça a été filtre à eau, le Katadyn Bifree que j'ai juste ici là. Le filtre à eau Katadyn Bifree, ça a très très bien fonctionné aussi, franchement parfait. Au niveau de l'électronique, vous avez vu de toute façon avec les images, c'est plutôt convaincant, j'ai réussi à vous ramener quand même de belles images je trouve. J'ai pas utilisé autant le drone que j'aurais aimé, c'est compliqué en trek. Mais sinon tout a bien fonctionné, voilà. J'ai pas eu de gros problèmes, j'ai eu des petits problèmes de batterie avec la GoPro puis le drone à cause du froid. Mais j'ai envie de dire que c'est presque inévitable en fait. Donc voilà. Retour d'expérience matérielle, j'ai fait que des très bons choix de matériel. En tout cas, voilà, c'est toujours personnel. À part le matelas, là j'y peux pas grand chose. Les chaussures qui se sont usées quand même plus vite que
que ce que j'aurais aimé en fait. Parce que bon, un trek, elles sont foutues, c'est quand même limite. Et puis après voilà, j'ai porté des trucs peut-être pas nécessaires comme les gants, je les ai pas utilisés parce que je sais pas, les gants ça m'encombre, j'aime pas parce que quand je vais filmer je suis obligé de les enlever, enfin voilà. Euh, la pharmacie, il me manquait 2-3 trucs, mais globalement franchement je suis plutôt content de moi. Pour une première expérience en solo, je trouve que j'ai fait quand même des bons choix, donc j'en suis satisfait. Ensuite là je fais très très rapide. Est-ce que la grande traversée du Jura, donc là c'est personnel encore une fois, est-ce que je la conseille? Oui, je la conseille. C'est une grande traversée qui est sublime, qui est vraiment magnifique. Vous partez du Doubs pour arriver dans l'Ain, vous traversez vraiment toutes les hautes chaînes du Jura. Il n'y a pas, il y a pas 2 jours qui se ressemblent. Tous les jours vous allez faire quelque chose de magnifique. De Mandeure aux gorges du Doubs, vous allez traverser des beaux paysages. Ensuite les gorges du Doubs, jusqu'à Moud, vous allez longer le Doubs en passant par le sommet, par le Mont d'Or, de la montagne, des pâturages, des rivières, des ruisseaux. Vous allez vraiment avoir plein de belles choses à voir sur la grande traversée du Jura. Le plateau du Retors, les hautes chaînes du Jura, les petites stations de ski avec juste 2-3 remontées par-ci par-là qui font beaucoup de charme aussi au Jura. Les lacs de Bellefontaine, enfin bref, je vais pas tout dire, mais pour moi en fait niveau paysage, niveau tracé, niveau balisage aussi, c'est parfait. Je peux que conseiller la grande traversée du Jura. Je dirais pas que c'est quand même un trek facile, il faut faire attention. Après, encore une fois, c'est personnel. Moi, je suis parti début avril, enfin mi-avril. Il faisait encore très très froid, il n'y avait pas beaucoup de gîtes d'ouvert parce que c'était totalement hors saison. J'ai croisé aucun randonneur sur la grande traversée du Jura en 400 km, donc il faut être prêt aussi à être seul. Euh, voilà. Après, si vous recherchez la solitude, la grande traversée du Jura, c'est pas mal. Voilà. Point négatif pour moi de la grande traversée du Jura, parce qu'il y en a quand même, pour moi il y en a un, il y en a vraiment un. C'est que je comprends pas pourquoi des fois ils nous font pas faire des petits détours de quelques centaines de mètres, voire 1 kilomètre grand maximum, pour voir des beaux belvédères ou des beaux lieux. Donc du coup c'est moi-même qui ai fait les détours pour arriver dans ces lieux. Je comprends pas pourquoi ils les esquivent. Je pense par exemple, pour vous donner un exemple, au Crépela, c'est le sommet du département du Jura. On passe à 500 mètres plus bas, au lieu d'y monter. Voilà, c'est peut-être bête, hein, mais je sais pas, j'ai trouvé ça dommage. On esquive beaucoup de points de vue, de belvédères, même de bâtiments, hein, de belles églises, de beaux petits villages. Voilà, j'ai pas toujours compris pourquoi. Il doit y avoir une raison de toute façon. Bon bah voilà pour le retour d'expérience, on va dire personnel autour de la grande traversée du Jura. Allez-y à fond, c'est merveilleux, c'est vraiment magnifique. C'est une des plus belles expériences de ma vie en tout cas pour le moment. C'était sublime. Allez, FAQ, c'est parti. Comme je vous ai dit, j'ai mon portable, c'est normal, c'est pour les questions. Je vais dire vos pseudos pour que, voilà, pour que vous sachiez, c'est à vous que je réponds. J'espère pas les écorcher vos noms. Je suis désolé si c'est le cas, en tout cas, c'est pas voulu. Première question de Emmanuel Elmer, un collègue musicien, guitariste. Bonjour à toi, merci pour ta question. Je voudrais savoir, niveau ravitaillement en eau, as-tu eu des soucis pour la GTJ? Et puis, la grande traversée du Jura traverse-t-elle beaucoup de villages? Euh, Ravitaillement en eau sur la grande traversée du Jura, je pense qu'il faut faire très attention. Euh, j'ai pas eu de problème parce que je le savais. Mais si vous partez si vous partez vraiment comme ça, on va dire tête baissée entre guillemets, en vous disant je vais trouver de l'eau là tous les 5-10 km, ça sera pas du tout le cas. Pour répondre à la question, est-ce qu'elle traverse beaucoup de villages? Ça dépend les étapes, mais elle traverse pas spécialement énormément de villages. Et puis des fois, elle traverse des villages où c'est pas possible de se ravitailler en eau parce qu'il n'y a pas, tout simplement, il n'y a pas de fontaine ou les fontaines étaient fermées. Ou aussi le cas que j'ai eu énormément sur la grande traversée du Jura, c'est il y a des fontaines, mais vu il y a des tracteurs, il y a directement le tuyau de brancher à la fontaine qui remplissent la cuve d'eau en fait des animaux, des tracteurs, etc. Donc c'est pas possible de se ravitailler en eau dans ces villages-là parce qu'on n'a pas accès tout simplement.
Pour l'eau, il faut faire attention, il y a pas mal d'étapes où, par exemple, le plateau du Retors, j'ai fait une étape de 54 km en une seule journée, où j'ai croisé qu'une seule source d'eau, et c'était au bout de du 30e kilomètre. Et ça, c'était au mois d'avril, hein. Alors en plein été, je sais pas, ça doit être compliqué. Après, j'étais en tente, en autonomie. Je pense que si vous le faites un petit peu plus avec des gîtes, ça sera plus simple, parce que forcément le matin, vous pourrez repartir avec plus d'eau. En autonomie, comme moi je l'ai fait, c'est vrai qu'il y a des passages très compliqués. La haute chaîne du Jura, de l'Elex à Bellegarde, de l'Elex à Mancières, par exemple, vous n'allez pas avoir une seule goutte d'eau. Moi, j'avais pris 3 litres d'eau. Euh, on va dire que c'est les grosses portions. On va dire que la centaine dernière, non, allez, j'exagère. Les 70 derniers kilomètres, il faut vraiment faire attention parce qu'il n'y a pas énormément d'eau. J'espère avoir bien répondu à ta question. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, donc j'espère que voilà. Deuxième question de Christophe Grossman. Combien de cartes mémoire utilises-tu avec ta GoPro et quelle capacité? J'utilise 4 cartes mémoire de 256 Go de la marque SanDisk et j'en ai 2 de la marque Samsung. J'ai été très grosse capacité parce que j'utilise aussi ces cartes mémoire pour mes photos de mon téléphone portable et puis aussi pour le drone. Donc j'ai pas que la GoPro, j'ai vraiment le téléphone portable et le drone. Et je filme tout en 4K, donc du coup ça prend énormément de place. Voilà pour la capacité et la marque. Je pense honnêtement que 256 Go si on filme en 1080p c'est déjà énorme à remplir. Moi les 4 de 256 Go je les ai pas remplis même en filmant en 4K. Je pense que je pourrais partir avec 3. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. Cindy Ducreux qui me dit je n'ai pas de questions mais hâte de voir une prochaine vidéo. C'est gentil, merci beaucoup. Tu ne serais pas au Crêt de la Neige sur ta photo, Eric Belpoissy. J'étais bien au Crêt de la Neige, en tout cas sur la GTJ, j'y étais. Ensuite, une très très bonne question de M. Diatonine qui me demande les échelles de la mort qui tuent sont un passage obligatoire ou on peut les éviter? Très bonne question, du coup je me suis penché un petit peu sur la carte. Alors on peut les éviter. C'est vrai que si on est sujet au vertige, les échelles de la mort, ça peut être un endroit qui fait un peu peur, mais on peut les éviter. Vous avez deux solutions que moi j'ai trouvé, enfin les deux solutions les plus pertinentes. Alors, la première solution, c'est arriver à Gaumois. Vous pouvez très bien prendre, au lieu de prendre la rive en fait côté française, prendre la rive côté suisse, qui vous fait éviter les échelles de la mort. Et au village de Biofond, qui est en Suisse, vous pouvez rejoindre le côté français. Donc ça vous fait faire à peu près une vingtaine de kilomètres du côté suisse, mais ça vous fait éviter toutes les échelles qu'il y a le long des gorges du Doubs. Parce que attention, il y a les échelles aux échelles de la mort, mais il y en a aussi un petit peu avant, et il y en a aussi après des échelles qui sont installées, qui ne sont pas spécialement indiquées sur la carte. Donc faites attention. Si vous voulez vraiment éviter toutes les échelles, arrivez à Goumois, vous prenez le pont, vous allez en Suisse, et puis vous longez le Doubs côté suisse, et au village de Biofond, vous avez un beau gîte d'ailleurs, vraiment magnifique, et bien réputé, franchement beau. Vous pouvez reprendre le pont pour revenir sur la rive côté française, et là vous n'aurez plus de problème d'échelle. Ça c'est la première solution, moi c'est celle qui me plairait le plus parce qu'on continue à longer le Doubs assez près à son niveau. La deuxième solution, c'est tout simplement de prendre les hauteurs des gorges du Doubs qui font passer par les petits villages au-dessus des échelles de la mort. Ça rajoute quelques kilomètres. Par contre, l'avantage, c'est que vous restez côté français. Donc, par exemple, je pense au réseau pour le téléphone portable. Ça sera plus simple à gérer. Et puis, aussi peut-être au niveau budget, les hébergements seront moins chers. Quoique. Quoique, parce que même côté français, il y a des hébergements qui sont plus chers que côté suisse. Je pense à Villars-le-Lac, par exemple. Où les hôtels côté suisse étaient moins chers que côté français. Donc voilà. Soit passer côté français par les villages en haut, c'est pas ce que je choisirais parce que du coup on va pas profiter de la belle vue sur les gorges du Doubs. Soit pour moi le mieux côté suisse, Goumois, Biofond, côté suisse. J'espère avoir bien répondu à la question.
mon cher voisin qui me pose la question, qui me pose la question, je pense que tu t'es reconnu. Euh, pour les bivouacs, comment j'ai fait, comment trouver un lieu de bivouac? Là, je vais essayer de répondre spécifiquement sur la grande traversée du Jura, un petit peu tous les cas qu'on peut retrouver sur cette traversée. Donc la grande traversée du Jura, il faut partir du principe que c'est une région où on est voisins. Donc la région tu la connais. C'est une région où il y a beaucoup d'agriculture, où il y a aussi beaucoup d'élevage, surtout côté Haut-Jura où il y a plus d'élevage que d'agriculture. Quand on commence dans le Doubs, c'est l'inverse, c'est plus d'agriculture que d'élevage. Donc c'est pas toujours facile, faut bien reconnaître, de trouver un bivouac. Donc la première solution, c'est tout simplement, je l'ai fait 2 3 fois, de trouver un lieu juste avant le village ou même dans le village. Euh, j'ai pas eu le choix de le faire, par exemple, je pense à Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte où j'ai dormi juste après le village. Ça n'a pas posé de problème, il faut poser la tente bien tard le soir et puis partir très tôt le matin. Généralement en bivouac de toute manière c'est ce qu'on fait. Euh, à Bellefontaine c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai dormi en dessous des pistes de ski de Bellefontaine. Alors moi dans ce cas-là ce que je fais c'est tout simplement je demande aux habitants qui sont à côté si ça dérange pas et puis si on voit bien de toute manière la réaction est-ce que ça dérange ou pas. Moi j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours fait ça le plus correctement possible. Donc si je dois obligatoirement dormir dans un village, parce que tout autour, sur plusieurs kilomètres, c'est que des champs, des champs de blé, des champs de maïs, ou des champs où il y a des vaches par exemple, et ben voilà, j'ai eu 2 fois à le faire il me semble, deux fois je crois sur la GTJ, et les 2 fois j'ai demandé aux habitants. Euh, Franchement, bah, j'ai pas eu de problème. J'ai même passé des bonnes nuits parce que je savais que j'avais le droit d'être là, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, le deuxième cas, bah, c'est là par contre, on a la chance de trouver un endroit en pleine nature et ça, c'est vraiment parfait, c'est le mieux. Bah, là, il faut juste tout simplement, bah, comme pour tous les bivouacs, faire très attention qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il y ait pas une branche morte, qu'il n'y ait pas un arbre mort à côté de la tente, que le terrain soit bien plat. Je vous conseille de vous allonger sur le sol avant de mettre la tente parce que des fois, visuellement, on a l'impression que c'est droit. Et puis quand on monte la tente, on met le matelas dedans, puis on se dit ah non, en fait, c'est pas du tout droit. Testez. Ensuite aussi pour le bivouac, testez aussi de planter vos sardines avant. Parce que c'est possible aussi que vous sortiez votre tente, vous commencez à monter la tente, et puis en fait vous n'arrivez pas à mettre les sardines parce que le sol il est beaucoup trop dur. Euh, ça m'est arrivé aussi une fois, puis par fainéantise j'ai tapé comme un bourrin sur ma sardine au lieu de déplacer ma tente et je l'ai cassé, donc voilà. Il y a ça, ensuite il y a aussi le cas bah, de terrain privé. En France, il n'y a pas beaucoup de terrain public communal, c'est quand même très très rare, donc très souvent on va être amené à dormir dans des champs. Moi je pars du principe, s'il y a un pote, enfin s'il y a déjà s'il y a des animaux dans le champ, forcément on n'y va pas. On le traverse, si on doit le traverser, on n'y pose pas sa tente. Ensuite, si la clôture est totalement fermée, si elle n'a pas été laissée ouverte par l'agriculteur, le paysan, j'y vais pas non plus. Parce que si c'est fermé, ça veut dire que c'est fermé, donc on n'a pas à y aller. Je poserai jamais ma tente, même s'il n'y a pas de vache, et le terrain il est parfait. Si la clôture est fermée, j'irai pas. C'est, à mon sens, vaut mieux. Dans le cas où je sais que c'est un terrain privé, et puis je vais peut-être m'y mettre, et puis on n'a pas trop le choix, c'est si on arrive tard, il n'y a que ça, la clôture est ouverte, donc on sait qu'il n'y a pas d'animaux. Euh, on voit que le champ il est pas spécialement utilisé énormément, bah là c'est possible de s'y mettre. Euh, voilà. Voilà en gros comment j'ai fait sur ma rentrée du Jura pour trouver des bivouacs. Et aussi le dernier gros point, c'est écouter votre instinct. Si vous arrivez sur un lieu, puis vous sentez que ce lieu, ben, c'est un peu bizarre hein, ce que je vais dire, mais si vous ne vous sentez pas bien sur ce lieu, ben, n'y dormez pas, parce que c'est qu'il y a une raison en fait, tout simplement. Euh, Puis bah, à l'inverse, hein, il y a des lieux, bah, vous allez arriver ici, puis vous allez vous dire, ouah, je suis super bien, bah allez-y, franchement allez-y. Moi j'y allais vraiment à l'instinct, à côté des villages, demander aux gens du village, aux villageois, au maire, à la mairesse, peu importe, comme ça vous êtes sûr que vous avez le droit d'y être. Terrain privé,
évitez au maximum. Si vous n'avez pas le choix, comme je vous ai dit, c'est ok, mais il faut vraiment que la clôture soit ouverte, puis que vous ressentez vraiment que c'est ok. Voilà. Après, bah, rien de plus à dire, voilà, les règles de base quoi, du bivouac. Attention au terrain, attention au passage d'animaux, attention aux branches, attention à au sens du vent quand vous mettez la tente, voilà, tous ces petits trucs-là. J'espère avoir bien répondu à la question. Ensuite, j'ai eu une question sur comment j'ai géré l'éthique, comment gérer l'éthique sur la grande traversée du Jura, ou l'éthique en général, bah, c'est une question, je vais y répondre très rapidement. Moi, je suis quelqu'un, dès que je pars en rando, dès que je pars autour de chez moi, je chope des tiques. Surtout en Franche-Comté, où c'est que j'habite, c'est une région qui est quand même relativement impactée par les tiques. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des huiles essentielles qui marchent bien. Je vais en prendre pour cet été. Ça repousse un peu. Vous allez en avoir quand même, mais ça aide quand même un petit peu à repousser. Moi, ce que je fais, c'est vu que je marche en short, ben, je regarde. Toutes les heures, je regarde mes jambes. Je check un petit peu si j'ai un tic ou pas. Et puis tous les soirs à la tente, si j'en ai un, je l'enlève. Et c'est comme ça que je les gère. Malheureusement, ben, j'en chope. Et puis ben, j'essaie de les enlever le plus rapidement possible, le mieux possible. Et puis regarder où c'est qu'on a été piqué, s'il n'y a pas de problème. Normalement, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, franchement, j'ai pas beaucoup de conseils. Il y en a tellement partout, surtout dans le Jura, hein, il y en a vraiment partout. Pour moi, c'est le meilleur conseil. Regardez régulièrement, toutes les heures si vous en avez. Et puis quand vous êtes au bivouac, ben, tout simplement les enlever le mieux possible, pas en tirant, vraiment en enlevant bien la tête, en enlevant bien le tic. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, Jacques Tapiero qui me demande est-ce que c'est possible de se ravitailler facilement en cartouche de gaz sur les chemins? Bonne question. Moi, je suis parti avec une cartouche de gaz de 140 grammes de gaz, enfin ça faisait 240, donc 100 grammes de cartouche à vide, 140 grammes de gaz, et ça m'a suffi. Après, je fais bouillir que de l'eau et que le soir. Moi, ça m'a suffi, 140 grammes de gaz. Il y a peut-être possibilité de se ravitailler en cartouche de gaz à Bellegarde, mais là, vous êtes à 2 jours de l'arrivée. Et peut-être une possibilité aussi de ravitaillement en cartouche de gaz à Pontarlier, ce qui vous fait dévier de votre grande traversée du Jura de quelques kilomètres quand même. C'est tout. Voilà, je pense que franchement il n'y a que ça. Sinon c'est poste restante, hein, poste restante aux Rousses par exemple, à mi-chemin on va dire à peu près. Et puis voilà, je pense que c'est le plus simple. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Tu me dis que tu pars avec une cartouche de gaz de 100 grammes, je pense honnêtement que c'est jouable. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est jouable. Après on a chacun un peu nos trucs. Moi, c'était que pour de l'eau, donc à voir pour toi. Mais sinon, honnêtement, poste restante, et puis franchement, ça va le faire. Bon, bah, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser un pouce bleu, commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas, si vous faites partie des personnes qui m'ont laissé une question, puis que j'ai répondu trop vaguement, vous pouvez me le dire en commentaire. J'essaierai de beaucoup plus détailler. N'hésitez pas, vraiment. C'est la première fois que je fais une FAQ, donc je ne sais pas si vraiment je suis rentré assez dans le détail pour la réponse ou pas. Donc, allez-y, ça ne me dérangera pas du tout d'y répondre. Je vous mets l'info ici tout de suite avant de partir. On part du coup le 12 juin avec mon frère et mon père sur le chemin de Compostelle. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram pour suivre l'aventure en direct. Mon Instagram c'est au même nom que la chaîne YouTube, sans majuscule, sans rien, Loïc Brichoux. J'essaierai de vous faire des petits stories tous les jours, des photos tous les jours. Voilà, comme ça vous serez vraiment dans le vif du sujet en direct. C'est ce que j'ai fait sur la grande traversée du Jura, c'est génial parce que j'ai pu parler en direct avec plein d'entre vous. Vous m'avez motivé, vous m'avez boosté, et puis là du coup on fera ça sur la grande traversée du Jura. N'hésitez pas, Instagram Loïc Brichoux. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo c'est la fin de la grande traversée du Jura, l'épisode final. Salut tout le monde.